Got north right clamp, south fox, H top, pass 38, top gun, BXP, sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Punter. Alors aujourd'hui, on va parler calendrier avec le tirage au sort des matchs du calendrier de la saison 2025 qui a eu lieu la semaine dernière. Alors beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses. On va parler justement du calendrier. On va pas faire de pronostics. Si vous lisez mon blog, vous avez bien vu que j'ai pas fait de pronostics sur les matchs de la saison parce que c'est très difficile en fait de dire qui va gagner tel match, par exemple en semaine 17 2018, en semaine 18 pardon, quand on sera déjà fin décembre début janvier, sans connaître l'état de santé des joueurs, sans connaître l'état sportif des franchises, leur bilan à ce moment-là. C'est très difficile de prévoir de pronostiquer des résultats si tard dans l'année. Donc c'est pas un jeu auquel je vais me prêter. On va plutôt regarder le calendrier. On va regarder qui a obtenu le calendrier le plus dur, qui a obtenu le plus facile, quels sont les matchs les plus importants à suivre même. Bon, comme vous le savez, la NFL est connue pour sa grande compétitivité, donc il y a beaucoup de très gros matchs. Mais bon, il y en a certains, on va dire qu'on les a surlignés sur le calendrier parce que cela, il faudra pas les perdre. Ok, alors déjà, petit clin d'œil parce que si vous êtes un gros fan de NFL comme moi, vous avez sans doute suivi les informations la semaine dernière, donc avec le dévoilement du calendrier, et aussi la manière dont les franchises annoncent leur match. Ok, donc c'est une espèce de compétition entre franchises pour savoir qui va être plus créatif. L'an dernier, par exemple, les Eagles avaient gagné cette espèce de concours, si vous voulez, de vidéos, c'est un peu genre un concours de beauté, on va dire, qui fait la plus belle vidéo. Bon, l'an dernier, c'était les Eagles. Et cette année, bon, on pourrait souligner plusieurs franchises qui ont été très créatives. Les Chargers, par exemple, étaient très créatifs. Les Indianapolis Colts, c'est une franchise, et d'autres aussi se sont basés sur Minecraft. Ils ont dû passer des heures en fait à construire à faire leurs vidéos en fait pour annoncer leur match, avec des petits moments assez intéressants, assez piquants. D'ailleurs tellement piquants que les Colts ont dû supprimer une partie de leurs vidéos et s'excuser car en fait c'était un peu offensif envers Tyreek Hill par exemple, le receveur des Miami Dolphins, qui est connu pour être très bon joueur NFL, et aussi pour ses soucis avec la justice. Mais bon, bref, c'est pas la question du jour. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, pardon. Maintenant, parlons calendrier. Donc, chaque année, en fait, la NFL, on va dire les médias qui suivent la NFL se penchent sur qui a eu le calendrier le plus clément et qui a eu le plus compliqué. Alors cette année, apparemment le grand gagnant c'est San Francisco. Et San Francisco, ils ont eu un calendrier qui est plutôt, on va dire, facile sur le papier. Après, San Francisco avec leur nouveau multimillionnaire au quarterback et avec un effectif qui a été très remanié à l'intersaison, il faudra voir s'ils sont performants ou pas. Mais en tout cas, on peut dire que niveau calendrier, ils ont été bien aidés par le tirage au sort. Je l'ai juste sur mon téléphone devant moi. Et bon, outre les matchs contre les rivaux de division, on va dire que le tirage au sort était plutôt clément avec eux parce qu'ils ont des déplacements chez les Saints. Ensuite, ils vont recevoir aussi les Jaguars. Ils vont recevoir les Falcons. Déplacement à Houston. Déplacement à New York chez les Giants. Ensuite, ils vont recevoir les Panthers en 12e semaine. Ensuite, ils vont à Cleveland. Ensuite, ils ont leur week-end de repos. Ils reçoivent les Tennessee Titans. Ils vont à Indianapolis.
Ensuite, Chicago, ils finissent à domicile contre les Seattle Seahawks, rivales de division. Donc, en fait, un calendrier assez accessible pour eux, d'accord. De notre côté, on a les Detroit Lions, les Chicago Bears et les New York Giants. Eux, par contre, ils ont touché le gros lot parce qu'ils vont vraiment avoir des calendriers compliqués. Même si on pense que les Detroit Lions vont bien s'en sortir parce qu'ils restent très compétitifs. Pour les Giants, par exemple, ça sent pas très très bon. Les Lions, il faut dire que forcément, vu qu'ils sont très performants, bon, eux par contre, bon, ils ont touché, ils vont quand même se frotter à plusieurs gros clients. Ils vont aller à Baltimore, ils vont aller à Cincinnati, à Kansas City, à Washington, à Philadelphie. C'est costaud, c'est costaud. Mais bon, s'ils sont si forts que ça, déjà, je pense qu'ils pourraient une nouvelle fois gagner leur division qui est très très compliquée, la NFC North avec Packers, Vikings et aussi les Bears. Les Bears dans la première saison de Ben Johnson, ils se sont beaucoup renforcés en attaque, surtout dans les tranchées. Ça va pas être un rival facile. Mais les Bears aussi, ils ont pas trop été aidés par le tirage au sort du calendrier. Ils vont jouer contre Dallas, puis ils vont se déplacer à Washington, à Baltimore, à Cincinnati, à Philadelphie, à San Francisco. Ils vont recevoir aussi les Pittsburgh Steelers, qui est jamais une équipe facile. Non, calendrier compliqué pour les Bears. Et la palme d'or, on va dire, c'est pour les Giants, parce que par contre, Kansas City, Detroit, Minnesota, très compliqué, surtout leur première rencontre, les 4-5 premiers matchs, ça pourrait finir facilement 0-4, 0 victoire et 4 défaites. Après, ils vont jouer contre les Saints, peut-être que là, les Saints cette année, avec leurs incertitudes au poste de quarterback, on ne sait pas s'ils vont être vraiment compétitifs ou pas. Mais pour les Giants, ça peut être très compliqué. Et pour Brian Daboll, c'est déjà qu'il est sur un siège éjectable. Là, les premières semaines, les premiers mois vont être cruciaux pour lui. Ensuite, penchons-nous sur plusieurs particularités. Déjà, commençons avec Kansas City. Alors, Kansas City, c'est le client préféré de la NFL et des diffuseurs, parce qu'une année de plus, 7 matchs en prime time. D'accord? Des matchs le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, Thanksgiving, le jour de Noël, le match du Brésil qui va être diffusé sur YouTube. Tout le monde veut voir les Kansas City, tout le monde veut voir Mahomes, Kelsey, Taylor Swift. Non, c'est toujours une équipe qui vend, on va dire, et que les gens veulent voir. D'accord. Donc voilà, une autre particularité, c'est les Dallas Cowboys. Malgré leur saison dernière horrible, avec 7 victoires et 10 défaites, c'est la deuxième équipe qui va être le plus diffusée en prime time. Expliquez-moi cela. Je sais pas. Peut-être l'effet George Pickens. Aucune idée, mais c'est difficile à comprendre. Et contrairement à Dallas et à Kansas City, on a 3 équipes qui, cette saison, ne vont jamais jouer en prime time. Ce sont les Cleveland Browns, les Tennessee Titans et les New Orleans Saints. Ok. Bon, eux, par contre, ils font pas partie des favoris de la NFL ni des diffuseurs. Il faut dire que ces dernières saisons, ils ont pas mal souffert. Quoique les New Orleans, bon, c'est assez bizarre. Je pensais quand même que bon, ils sont depuis plusieurs saisons, on va dire, dans le ventre mou, voire le bas du classement, mais de là ne jamais apparaître en prime time. Bon, parlons aussi des matchs à l'étranger. Alors, plusieurs matchs à l'étranger. Comme d'habitude, on aura les matchs de Londres, les 3 matchs à Londres. On aura aussi un match au Brésil, comme l'année dernière au Corinthians Arena de l'équipe de foot de Corinthians à São Paulo. Et qui verra les Los Angeles Chargers affronter les Kansas City Chiefs. Comme j'ai dit, ça sera sur YouTube, gratuit d'ailleurs, donc ouvert à tout le monde. Ça sera au mois d'août. Ensuite, donc comme j'ai dit, des matchs à Londres, un match à Dublin, un match ensuite en Allemagne, et pour finir, ça sera un match à Madrid pour le premier match de l'histoire de la NFL en terre ibérique, en Espagne, à Madrid, au stade Santiago Bernabéu du Real Madrid. Ça devrait promettre, surtout qu'ils ont bien choisi. Ils ont choisi les Miami Dolphins.
étant donné sa colonie de fans latinos, ils seront forcément bien soutenus à Madrid. Et d'ailleurs, c'est le match que j'ai sur mon calendrier, c'est le match que je vais essayer en tout cas d'aller voir le 16 novembre. Rien n'est promis, mais bon, en tout cas, c'est mon objectif pour cette année. Une autre particularité donc de ces matchs à l'étranger, c'est les Minnesota Vikings. Et comme vous savez, les Minnesota Vikings, c'est mon équipe de cœur. Alors, les Minnesota Vikings, une première, puisque eux, ils vont disputer 2 matchs de suite à l'étranger. D'accord? D'habitude, les Jacksonville Jaguars, ils font ça parce qu'on sait très bien leur lien avec Londres et l'Angleterre. Sauf que là, les Vikings, ils vont jouer en semaine 4 à Dublin contre les Pittsburgh Steelers, pardon, et le week-end suivant à Londres au Tottenham Stadium contre les Cleveland Browns. Ok? Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Vikings? Oui, je pense. Je pense parce que il faut savoir que sur ces 2 matchs-là, ils sont censés être l'équipe qui visite. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que le fait de jouer en Europe, ces 2 matchs-là, ça leur évite d'aller jouer dans 2 stades très compliqués que sont le stade de Pittsburgh et le stade de Cleveland. D'accord? Le public, je pense qu'à Dublin, ça sera beaucoup plus partagé, qu'il y a beaucoup de fans de Pittsburgh. Il faut savoir que les ancêtres de la famille propriétaire de Pittsburgh, la famille Rooney, sont des Irlandais, d'accord? Des catholiques, Irlandais catholiques, dans la République d'Irlande. Donc, ils seront forcément soutenus. Mais attention, parce qu'il y a une grosse communauté de fans des Vikings en Grande-Bretagne et en Irlande, donc je pense qu'ils seront bien soutenus. Surtout le week-end suivant, à Londres, je pense que la plupart du public seront des fans des Vikings, plus que des fans des Browns. Mais je peux me tromper. Après, est-ce que sur ce coup-là, les Vikings ne sont pas un peu en cobaye? Est-ce que l'idée de la NFL, ce ne serait pas de répéter cette expérience dans le futur? Bon, je pense que les matchs de Londres vont continuer. Les matchs de Madrid, je sais pas. En Allemagne, je pense que ça va continuer. L'année prochaine, si vous ne le savez pas, il y aura un match à Paris. Ce sera sans doute les New Orleans Saints. Il y aura aussi un match en Australie. Donc bon, mais je pense que la NFL a une volonté, une fois d'exporter le produit, d'exporter les équipes à l'étranger, et pourquoi pas de les faire jouer 2 matchs de suite à l'étranger, et surtout en Europe, parce que là, bon, je pense que même si le premier match, il y a toujours le décalage horaire, les Vikings ont un avantage sportif aussi sur les Browns quand ils vont s'affronter, puisque les Vikings, ils seront déjà en Europe pour plus d'1 semaine. Et aussi une autre particularité, ce sont les distances que les équipes vont parcourir cette saison. Alors, l'équipe qui va voyager le plus, ce sont les Los Angeles Chargers, avec 37 000 miles. Ok, donc je suis pas très bon dans mes comptes, mais ça doit faire dans les 40 000, 45 000 kilomètres en 6 mois. D'accord? De notre côté, on a les Cincinnati Bengals qui eux, vont voyager 8700 miles, donc 10 ou 15 000 kilomètres. C'est pratiquement 30, on va dire, quasiment 35 000 kilomètres de moins que les Chargers. C'est énorme, c'est énorme. Il faut savoir que les Chargers, bon, ils vont aller au Brésil, mais bon, forcément, comme ils sont dans un angle du pays aussi, s'il faut qu'ils aillent jouer à New York ou à Seattle ou en Floride, forcément, ils doivent traverser le pays, et au final, ça compte. C'est même si ils voyagent pas dans des avions, je vais pas donner de marque, mais bon, c'est des avions on va dire de qualité, avec les sièges qui s'allongent, tout ça. Bon, bref. Mais quand même, ça fait beaucoup de kilomètres à parcourir, et dans les jambes, ça compte quand même. Et pour continuer sur le thème du jour, on va parler du calendrier et comment se décide le calendrier. Alors,
sortez vos calculatrices, vos ordinateurs, ChatGPT, ce que vous voulez, parce qu'il y a pas mal d'informations là. Or déjà, il y a un nom à retenir. Howard Katz. Howard Katz, c'est la personne en charge d'organiser on va dire, les calendriers de toutes les équipes, de toutes les franchises. Forcément, il n'est pas tout seul, il a une équipe de travail. Il a aussi entre 200 et 300 ordinateurs qui l'aident à créer ce calendrier chaque saison. Alors, comment ça marche? Déjà, on va expliquer comment ça marche pour les équipes. Imaginons une franchise, n'importe laquelle. Il y a une espèce de procédé à suivre. Déjà, chaque équipe affronte ses 3 rivaux de division. Ça, toujours. Aller-retour, à domicile et à l'extérieur. Ensuite, ils affrontent un rival des autres divisions de la même conférence. Ok? Donc un rival de chaque division. Ok? Mais aussi, ils affrontent les 4 équipes d'une autre division entière de la même conférence. Puis, la même chose, 4 équipes d'une autre division de l'autre conférence. D'accord? Je donnerai un exemple après, vous verrez. Puis ensuite, un autre adversaire qui sera choisi par NFL. Voilà, tout simplement. Et très souvent, c'est d'une autre conférence. Ok? Donc, on va prendre l'exemple de San Francisco. Ok? Comme on a dit tout à l'heure, San Francisco, ils ont le calendrier le plus simple. Déjà, ils vont jouer leur rivaux de conférence. Donc, ils vont jouer aller-retour, donc 6 matchs. Forcément, ils vont jouer Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams. Ok? Ensuite, ils vont jouer contre 3 équipes d'autres divisions de la même conférence. D'accord? Donc, en fait, ils se retrouvent à jouer contre les New York Giants, les Chicago Bears et les Panthers. Ok? Comme San Francisco a une très mauvaise saison la saison dernière, ils vont affronter 3 équipes qui, eux aussi, n'ont pas bien performé. D'accord? Donc, c'est pour ça. En fait, 3 autres équipes qui ont fini dernière de leur division. D'accord? Ensuite, ils vont jouer une autre division entière de la même conférence. Et, comme ils ont beaucoup de chance, ils vont jouer contre les équipes de la NFC South. Falcons, Saints, Buccaneers. Et donc les Panthers aussi. Ok? La NFC South, c'est la division la plus faible de la NFC. Ensuite, ils vont jouer contre une autre division, mais cette fois-ci de l'autre conférence. Et ils vont jouer contre la AFC South. Ils vont jouer contre Jacksonville, contre Houston, Indianapolis, Tennessee. Encore une fois, c'est pas la division la plus compliquée. Ok? Et ensuite, leur dernier adversaire, donc, qui a été choisi au hasard par la NFL, d'une autre conférence, donc, de l'AFC, et ils sont tombés sur les Cleveland Browns, une des plus mauvaises équipes de la saison dernière, et cette année, bon, on verra bien. Voilà comment ça s'est passé pour San Francisco. Donc, entre forcément un avantage, on va dire, au niveau du tirage au sort, avec la saison dernière qu'ils ont eu, qui n'était pas très bonne, plus un peu de chance, ils se retrouvent avec un calendrier plus qu'abordable. Ok? Il faut savoir que on parle beaucoup de strength of schedule. Ok? C'est-à-dire que le niveau de difficulté du calendrier, c'est le mot anglais. D'accord? En fait, pour calculer ce calendrier, c'est basé sur le pourcentage de victoire d'une franchise la saison précédente. D'accord? Donc forcément, quand on regarde le pourcentage de victoire de la saison des victoires de la saison précédente de tous les adversaires de San Francisco, c'est pour ça que San Francisco, en fait, ils ont le calendrier le plus simple. Contrairement aux Lions qui affrontent que des gros bras, les Bears aussi, ils affrontent beaucoup de grosses équipes. Donc voilà.